Challenge vous est proposé par Cash Assurance. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Challenge. Ils sont managers, chefs d'entreprise et sont au plus haut de leur carrière. Pourtant, ils n'hésitent pas à retourner en classe pour se former, se recycler, avec une soif étonnante d'apprendre fort de leur expérience. Le point tout de suite sur cette nouvelle race de managers avec nos deux invités. Mortar Naouri, vous êtes le président-directeur général de Cash Assurance. Et dois-je dire étudiant. Vous étiez auparavant l'ancien secrétaire permanent du CNA, le Conseil national des assurances, et il y a peu le PDG de Carama, filiale personne de la CAR. Patrick Micheletti, directeur général de l'ESA, l'École supérieure algérienne des affaires. Vous êtes par ailleurs professeur en management et en ressources humaines avec un penchant pour l'organisation du travail et la gestion des équipes. Vous êtes corse d'origine, marseillais de naissance et de parcours. Votre accent ensoleillé a sans doute facilité votre insertion en Algérie. Mortar Naouri, alors, vous êtes reparti à l'école alors même que vous exercez de très hautes fonctions et qui vous laissent normalement peu de temps. Alors pourquoi être retourné à l'école? Et je le souligne ici, vous êtes à l'ESA, l'école de Monsieur Micheletti. Bonjour, merci. En fait, je retourne à l'école dans un élan naturel. On a toujours besoin de se ressourcer, de se recycler. J'ai beaucoup appris dans ma vie. Ça faisait 33 ans de métier. J'ai beaucoup appris en travaillant, en enseignant aussi. Et lorsque j'ai pris Carama Assurance, je me suis rendu compte que je faisais beaucoup d'innovations dans le management, etc. Et je voulais vérifier tout ça avec des professeurs, sur le plan théorique, qu'est-ce que mes applications valaient et est-ce que j'allais dans le bon sens. Et donc c'était une bonne manière de se remettre en cause et de vérifier la bonne application des bonnes méthodes. Je rappelle que vous avez été longtemps formateur, parce que quand vous étiez au CNA, votre but était quelque part de former, de conseiller, d'apporter des... Oui. En fait, moi, j'ai jamais quitté l'école. J'ai jamais quitté l'école parce que bon, j'ai terminé ma formation de droit en 1982. J'ai fait une deuxième formation à l'IFID que j'ai terminée en 89. L'IFID. Voilà. Et à partir de 80, qui est l'Institut de financement du Maghreb arabe, et école algéro-tunisienne installée à Tunis, qui forme les banquiers et les assureurs. Et donc, une fois que j'ai terminé l'IFID, j'ai commencé, j'ai repris mon activité à la CAR à l'époque, et j'ai commencé une activité d'enseignement. Donc depuis 89, je suis enseignant, je fais l'INF Coléa, l'Institut des finances, l'ISGP, l'ISGA Naba, pas mal d'autres écoles, privées aussi, l'université de la formation continue où j'ai enseigné le marketing. Donc j'ai beaucoup enseigné dans ma vie, j'ai aujourd'hui plus de 27 ans d'enseignement. Et j'ai appliqué en fait une devise que je connaissais pas, c'était learning by teaching. On apprend tout en enseignant, parce qu'en enseignant, il va falloir faire des études, des révisions, des recherches. Il faut répondre aux questions. Parfois, on n'a pas la bonne réponse, donc il faut aller chercher, il faut aller creuser. Et on apprend. C'est comme ça qu'on apprend tout le temps. Moi, je pense que la meilleure manière de continuer à aller à l'école, c'est d'enseigner. Après, en 2015, donc j'ai rejoint l'ESA pour une formation d'exécutif MBA. Je pensais que c'était le diplôme qui me manquait, et je regrette pas de l'avoir fait. Pourquoi avoir choisi l'ESA? Parce que l'ESA avait une très bonne réputation. Hein. C'est l'une des écoles qui dispensait le diplôme d'exécutif MBA pour des managers, pour les gens qui ont une certaine pratique, une certaine expérience. Et les échos que j'avais, c'était que c'était une bonne école. Après, le diplôme aussi est signé par ESCP Paris, École supérieure de commerce de Paris, et HEC Paris, qui sont deux écoles de renommée, de bonne renommée. Voilà. Alors, Patrick Micheletti, vous recevez souvent des étudiants de ce type?
Très fréquemment, oui, très fréquemment. On en voit de plus en plus d'ailleurs sur différents programmes, que ce soit du MBA, que ce soit de l'exécutive MBA au niveau de M. Naouri, ou sur des masters spécialisés dans des domaines très précis, comme par exemple la gestion des télécoms, le marketing digital, le e-commerce, la banque, la finance, et on en a d'autres. On voit de plus en plus des managers, des chefs d'entreprise, c'est-à-dire des cadres qui sont déjà à un très très haut niveau, revenir sur les bancs de l'école, réapprendre, comprendre les nouvelles techniques, se confronter à de nouvelles idées, parce que tout simplement les temps changent, le monde évolue, les techniques managériales changent et on a besoin d'avoir des managers et surtout des leaders aptes à affronter le futur. Que pensez-vous justement de notre niveau managérial, enfin de votre vue qui est récente, hein, évidemment. Comment vous jugez un petit peu notre système managérial en Algérie, surtout au niveau des grandes entreprises? Alors moi, je le trouve sensiblement identique à pratiquement ce qui se fait presque dans le monde entier. Je vois les cours que nous dispensons à l'ESA, voire même lorsque c'est moi qui dispense un cours, je retrouve à peu près les mêmes problématiques de management que l'on a en Europe, que l'on a aux États-Unis, que l'on a en Asie, que l'on a en Afrique. Donc on a des managers qui se retrouvent confrontés aux mêmes questions, aux mêmes problèmes et qui ont besoin de surmonter cela pour faire face à un marché qui est de plus en plus concurrentiel, un marché qui est de plus en plus complexe et avec des équipes qui peuvent parfois être difficiles à motiver. Mais je vois pas vraiment de grandes différences entre ce qui se passe ailleurs et ici en Algérie. Patrick Micheletti, c'est pour vous aussi une première expérience en management, à moins que je me trompe, parce que vous étiez jusque-là professeur, enseignant. Non, j'avais exercé des fonctions managériales jusqu'à l'âge de 41 ans, et ça fait à l'heure actuelle 18 ans que j'enseigne. Je pense qu'on ne peut pas enseigner le management, le leadership, l'organisation du travail si on ne l'a pas pratiqué, et comme c'est le cas pour moi en ce moment, si on ne la pratique pas presque au quotidien. C'est important pour un enseignant de savoir évidemment de quoi il parle, et puis surtout de pratiquer, de mettre en pratique son savoir. Alors, si on devait résumer, je sais que le monde du management, de son enseignement est très vaste, mais si vous deviez le résumer, qu'est-ce que doit être un bon manager avant tout? Alors, il y a les techniques les grandes techniques classiques que l'on connaît sur le thème de la gestion des compétences, avoir un vrai savoir, avoir un vrai savoir-faire et surtout un comportement, un vrai savoir-être. Ça, on le retrouve assez fréquemment. Parce qu'il est parfois faux. Parce qu'il est parfois même très faux. Il est quand même parfois contrefait. Donc la technique de base de la compétence du manager est parfois loin d'être acquise. D'où aussi l'importance de la formation. Mais au-delà de ça, ce qui est important pour moi, c'est avoir des managers, des leaders qui sachent s'adapter, on va dire, à leur environnement, qui sachent s'adapter à leur personnel, qui sachent s'adapter à leurs clients. Ça, c'est un point important. Avoir des managers en plus qui, en plus de cette adaptation, sont capables de gérer des contraintes et qui peuvent être parfois très fortes. Et en dernier point, avoir des managers et des leaders qui ont une vraie éthique. Voilà quels sont pour moi les éléments clés, en plus du classique savoir-faire, savoir-être. Qu'est-ce que vous avez vraiment appris? Alors, vous avez fait un MBA, c'est ça? Executive MBA, absolument. D'accord. Qu'est-ce que vous avez la sensation d'avoir réellement appris en combien de temps? Une année? C'est une année et demie. Une année et demie. À l'ESA, il y a eu beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses. Il y a des choses que je pratiquais, mais je ne maîtrisais pas parfaitement. J'ai beaucoup apprécié donc tout ce qui était cours sur le leadership par exemple, parce que on parle de manager mais on oublie souvent la question du leadership. Je pense qu'aujourd'hui un manager doit absolument avoir du leadership, avoir du charisme pour pouvoir se faire respecter, pour pouvoir mais ça, faire passer. Ça me paraît être une démarche plutôt psychologique, psychique. Oui, mais dans le management il y a beaucoup de psychologie, énormément de psychologie. Mais c'est un psychologue, quelqu'un comme cela qui vous a formé sur ces questions-là? On a eu monsieur Lujan qui était psychiatre, psychanalyste je crois d'origine, psychanalyste de formation de base. Il a même fait la psychanalyse clinique
et qui s'est intéressé. Parce que ça, c'est intéressant. Certains managers nous regardent et voudraient savoir comment on passe du statut de manager à celui de leader. Eh ben, au plan psychologique, ce que j'ai surtout appris avec Monsieur Lujan, c'est que pour être leader, il faut savoir se décentrer, savoir déterminer les priorités de son entreprise et d'en fixer les enjeux de son entreprise et d'en fixer les priorités. Ça, c'était très important parce que très souvent, on va vers des détails, vers des choses parfois qui sont pas aussi importantes que d'autres. Et un leader, c'est quelqu'un qui doit avoir parfois le sixième sens, parce que d'ailleurs on a fait un papier sur le leadership intuitif. Hein. Nous sommes un peu tous intuitifs. Très souvent, nous prenons des décisions sur notre intuition. Et le vrai leader, manager, c'est celui qui va vérifier que son intuition n'est pas fausse et qui est capable de changer d'avis si les évidences, les preuves ne sont pas celles de son intuition. Et donc c'est toute ce décentrement, il faut s'élever sur son ego. Et ce que j'ai appris aussi à l'ESA, c'est surtout, j'ai bien apprécié la communication interpersonnelle, la communication interculturelle. L'interculturalité, je pense, c'est aussi quelque chose de très très important qui permet à des leaders, surtout dans des situations de relations internationales, de bien mesurer les choses et ne pas voir les problèmes de son point de vue très égocentrique, très ethnocentrique. Voyez. Et le fait d'avoir appris, est-ce que cela vous donne envie maintenant de partager avec votre staff, votre personnel, parce que sans doute qu'il y a des choses à répandre. Oui, mais c'est certain. D'ailleurs, notamment. Dans le cadre du partage, je voulais vous raconter une anecdote, ou du moins ce que je suis en train de faire dans mon entreprise. J'ai pris mes fonctions il y a 1 an. J'ai été installé en décembre. Et il fallait préparer le PMTE, le plan moyen terme de l'entreprise, le plan stratégique. Et donc, j'ai fait réellement faire un exercice stratégique à mes collaborateurs. Nous avons réalisé une rencontre des cadres supérieurs où on a parlé de stratégie. J'ai chargé mes directeurs de préparer chacun comment ils voient un domaine d'activité stratégique. On en a déterminé 12, donc il y avait 12 interventions. Chaque directeur intervenait sur un domaine d'activité stratégique. Et on a fait le travail exactement comme on l'a appris à l'ESA, c'est-à-dire qu'un diagnostic avec une analyse Pestel, avec une analyse de porteurs et 5 forces de porteurs, une analyse SWOT, un plan d'action, etc. Donc voilà. Vous avez appliqué tout On a appliqué réellement ce qu'on a appris, et c'est ça aussi la force de cette formation, c'est qu'elle est très pratique et elle permet réellement d'avoir des outils opérationnels très pertinents. Alors pourquoi votre école serait la mieux à même d'accueillir ce type de manager aujourd'hui ? Alors, je pourrais vous dire que je suis la meilleure école d'Algérie, voire même plus. C'est d'ailleurs ce que nous espérons. Vous le dites souvent, en tout cas, on nous le dit. On essaye de. En tout cas, vous avez vocation à être le premier. On a sur le vocation. Maghreb, vous le dites, et même sur l'Afrique éventuellement. Je suis à peu près persuadé que s'il y avait 10 directeurs d'école ici, ou directeurs directrices, je vous dirais à peu près la même chose. La seule façon pour moi de savoir si nous sommes une bonne école, c'est, par exemple, si j'interroge les salariés, les collaborateurs de M. Naroui, et qui me disent « M. Naroui, c'est quelqu'un de bien, qui a été bien formé ». Et là, je pourrais dire que nous sommes une bonne école. Parce que sinon... Je pense qu'il le disait avant que vous rentriez à l'école. Peut-être pas. Du moins, ils ont dû voir quelqu'un qui s'est amélioré, qui a d'autres perspectives, qui a une autre façon d'entraîner ses équipes vers de nouveaux challenges, vers de nouveaux défis. C'est ça pour nous qui est important. Parce que sinon, chacun peut dire qu'il est le meilleur, qu'il est le plus fort, qu'il est le plus intelligent, c'est normal. Mais la seule façon de le vérifier, c'est de le constater sur le terrain et d'interroger à la fois le personnel, mais aussi les clients. On peut avoir des clients qui nous disent j'aime bien cette compagnie d'assurance, c'est exactement ce qu'il me faut. Et lorsqu'on voit, on va dire les parties prenantes dire qu'ils sont satisfaits de ce qui a été, on va dire, dispensé au sein de notre école, là on peut dire qu'on a gagné notre pari et on peut dire qu'on est une bonne école.
D'accord. Alors, je vous disais tout à l'heure, est-ce que vous accueillez beaucoup de managers? Vous me disiez oui, mais de plus en plus. Mais pour quel type de formation? Pour des MBA exécutifs? Alors, pour des MBA exécutifs, pour des MBA classiques. Donc, le MBA exécutif, c'est plutôt vraiment les cadres supérieurs, les cadres dirigeants, les cadres de direction, comme M. Naouri. Là, maintenant, avec Audencia, l'école de Nantes, qui est fortement impliquée dans l'école, donc l'ESA. Et puis des MBA, donc des cadres à haut potentiel qui sont plus jeunes, qui ont entre 3 et 5 ans d'expérience professionnelle, plus des cadres spécialisés dans des domaines bien précis, la logistique, le transport, la finance, la banque, les télécoms, le marketing. Donc des cadres qui vont être en passe de prendre des fonctions de plus en plus pointues, de plus en plus spécialisées et surtout de très haut niveau. Vous pouvez citer les noms de leaders qui sont passés par chez vous et qui ont pignon sur rue, dans leur entreprise a pignon sur rue. J'aime pas citer les noms de leaders parce que non, c'est pas un devoir de réserve, c'est tout simplement que après on me dit non, vous avez parlé de moi, je suis un peu gêné. Non, on a pas mal de leaders. Les grands chefs d'entreprise algériens à l'heure actuelle passent par chez nous et nous en sommes très fiers. Parce que si on cite quelqu'un et on ne cite pas quelqu'un d'autre, on m'a oublié. Donc je veux oublier personne. Quand je cite, je veux surtout éviter d'oublier quelqu'un. Parce que M. Naouri est là, voilà. Si juste pour citer un nom, je citerai M. Naouri. Après, effectivement, c'est un grand leader. Vous confirmez que nous avons aujourd'hui des leaders en termes dans le monde entrepreneurial? Oui. Alors, un leader, ça se caractérise par rapport à un manager. Un manager, c'est quelqu'un qui peut avoir un très haut niveau technique, très pointu, qui peut être d'ailleurs très très bien rémunéré. La différence entre un manager et un leader, c'est que le manager ne décide pas grand-chose. Le leader, c'est l'individu qui décide. Et qui motive. Mais un manager aussi peut motiver. Mais le leader, c'est celui ou celle qui décide. C'est ça, le leader. Et à l'heure actuelle, le leadership devient de plus en plus complexe parce que la décision est de plus en plus complexe. Prenons par exemple un pilote d'avion, il a un très haut niveau technique, il a plutôt un salaire correct, mais en règle générale, on lui dit quand il doit décoller, il doit suivre le plan de vol, il doit suivre exactement toutes les instructions et atterrir avec son avion, ses passagers et l'équipage et le matériel en bonne et due forme l'endroit où il doit se rendre. Il ne décide rien. Un leader, c'est quelqu'un qui va dire on fait ceci, on fait cela, on est dedans, on est dehors, c'est vert, c'est rouge, je décide, je suis dans la décision. Voilà. Voire même, un leader peut être dans la prospective. Par exemple, on dit un manager, c'est quelqu'un qui va compter les pépins d'une pomme. Un manager, donc qui compte les pépins d'une pomme. Un leader, c'est quelqu'un qui va essayer d'imaginer ce qu'il va pouvoir faire avec les pépins de cette pomme. Oui, le problème, c'est quand le leader peut prendre des mauvaises décisions et bousculer le management. C'est le risque. Mais c'est souvent le risque. C'est pour cette raison que la prise de décision, c'est la finalité même du leadership, que ce soit en économie, en politique, ou même sur des situations tout à fait classiques. Et on voit à l'heure actuelle qu'on peut avoir des managers de très pointus, de très très haut niveau, mais qui ont beaucoup de mal à décider, alors que d'autres personnes qui parfois, parce que moi je m'occupe aussi pas mal de gens qui sont autodidactes, qui viennent dans nos écoles se former, on s'aperçoit qu'un individu qui a fait très très peu d'études peut arriver à un très haut niveau, tout simplement parce que c'est quelqu'un qui est dans la capacité de décider, avec toute la difficulté que cela présente. Sur ce volet leadership, est-ce que votre école peut aller au-delà de l'entrepreneuriat et former pourquoi pas des managers, faire du management politique? Ça doit exister. Alors, pas du management politique parce que c'est pas tellement la vocation de l'école, mais là nous allons lancer un programme spécifique, même plusieurs programmes spécifiques pour des managers et des leaders de l'administration, d'ailleurs des cadres qui ne sont pas dans le monde, on va dire, marchand, qui sont dans le monde non marchand, comme par exemple on peut avoir les hôpitaux, les administrations, et là aussi il faut un leadership qui peut être très fort. Tout n'est pas une question d'argent et de bénéfices. Je pense que c'est une excellente voie de se lancer dans ce type de management de l'administration. Est-ce que votre école enseigne uniquement en langue française ou elle peut enseigner aussi dans d'autres langues? Alors, on a quelques cours en anglais.
On a quelques cours en anglais, mais la majeure partie, on n'en a pas beaucoup en arabe, on en a très très peu. Un peu en anglais, mais la majeure partie des cours se font en langue française. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites à l'endroit justement pour capter un petit peu cette clientèle, excusez-moi d'en parler ainsi, dans ce noble domaine qui est l'éducation. Qu'est-ce que vous faites pour essayer de draguer un peu? Est-ce que vous le faites d'abord, ou est-ce que vous vous contentez d'attirer les étudiants de tous bords? Est-ce que vous avez un message spécifique au monde entrepreneurial pour leur dire, écoutez, venez chez nous, vous recyclez, vous allez apprendre beaucoup de choses? Ah oui, d'une part parce que tout le monde, en fait, c'est le lifelong learning maintenant, c'est l'éducation tout au long de sa vie. On peut commencer des études à tout âge, on peut faire un doctorat même lorsqu'on est retraité. On peut acquérir des techniques managériales même si on est à un très très haut niveau, comme M. Darouri, c'est-à-dire qu'on est déjà le patron de son entreprise, et on peut développer. Donc on peut attirer des managers de tous bords, du secteur marchand, du secteur non marchand, qui soient algériens, voire même étrangers. Une école, une business school à l'heure actuelle, a une aura qui peut être très importante. Nous essayons d'être une des meilleures écoles du Maghreb, voire même une des meilleures écoles d'Afrique. Ça voudra dire qu'on va certainement dans l'avenir avoir des étudiants, des participants dans nos programmes qui seront autres qu'algériens. Vous pensez être un bon manager vous-même? Vous êtes le directeur d'école. Alors, comme je vous disais, je pourrais le dire, oui, bien sûr. Mais la seule façon pour moi de le vérifier, de même que lorsque je fais de l'enseignement, la seule façon pour moi de le vérifier, c'est d'avoir, comme M. Naouri, en face de moi, ceux qui sont passés chez moi en disant, parce que, ou interroger mes collaborateurs, ou vos étudiants, ou mes étudiants, leur demandant ce qu'ils pensent de moi. Mais je pourrais dire effectivement que je suis un bon manager, sachant que la transition est toute faite. Qu'est-ce que vous pensez de M. Micheletti? Ouais, mais c'est quelqu'un qui apporte beaucoup à l'ESA. C'est une école qui, à un moment, a connu quelques petites difficultés. Et je peux témoigner que depuis qu'il est là, ça reprend. Il a mis en place une nouvelle stratégie. Il a ouvert la formation de graduation qui n'existait pas auparavant. Donc, on sent, en tout cas, moi, ce que j'apprécie chez les hommes, chez les chefs d'entreprise, c'est surtout, comme disait M. Micheletti, c'est cette prise de décision. Parce que la pire des solutions, c'est de ne pas décider. Même si c'est pas une bonne décision, et on pourra le vérifier qu'après coup, il faut prendre la décision. M. Naouri, décider, oui, c'est bien, mais quelquefois, vous ne décidez pas seul. Et vous ne pouvez pas parce qu'il y a un environnement. Alors, comment justement essayer de... Et justement, une question, qui arrive souvent, c'est ce qu'on appelle en droit la théorie des baïonnettes. C'est-à-dire que quand la décision au-dessus de vous est mauvaise et que vous êtes foncièrement convaincu en tant que manager que c'est pas ça qu'il faut faire, alors comment réagir par rapport à ça? C'est pas toujours facile quand on est limité, quand on est contraint, et comment faire par rapport à cela pour s'échapper et pour demander de proposer. Moi, quand un de mes collaborateurs me dit je ne suis pas d'accord, très bien, mais vous proposez quoi? Je peux effectivement avoir pris de décision, je peux imaginer quelque chose qui n'est pas... Donc vous écoutez. J'écoute, et puis quand quelqu'un me dit je ne suis pas d'accord, si ça en reste juste là, c'est dommage. Ce qui est important, c'est que la personne dise je ne suis pas d'accord pour telle et telle raison, voilà ce que je propose. Parce que parfois, la personne qui est, on va dire, face aux problèmes, face aux clients, sur le terrain, a une idée qui est bien meilleure que le manager. Donc il faut qu'on soit en capacité d'écouter. Ce n'est pas parce que on est le chef qu'on a forcément toujours raison. On ne peut pas être au courant de tout, surtout quand on a des équipes qui sont face à des clients, face à des problèmes, face à des techniques nouvelles. Donc ne surtout pas appliquer le fameux règlement du chef. Non, d'accord. Si je dois aussi donner ma réponse, c'est qu'effectivement, il faut échanger, c'est le minimum. Pour moi, le meilleur manager aujourd'hui, c'est le manager qui met en place un style de management participatif, collaboratif, qui basé sur l'échange, basé sur l'écoute, basé sur la persuasion, sur de la conviction. Ok. Maintenant, c'est vrai que parfois
ce que M. Micheletti n'a pas dit, c'est que parfois vous avez une décision qui vient d'en haut et que vous devez appliquer. Il ne s'agirait pas du collaborateur qu'il faut je pensais à ça persuader, c'est plutôt la hiérarchie avec laquelle il faut échanger. Moi je pense que dans ces conditions, il faut toujours placer l'entreprise au-dessus de tout. Montrer que nous agissons, devons agir pour l'intérêt de l'entreprise et si on doit appliquer la décision, c'est certain que l'esprit, j'allais dire, de discipline nous impose d'appliquer la décision parce qu'elle a été prise. Maintenant, rien n'empêche qu'on puisse continuer à revenir derrière pour montrer les effets secondaires, les inconvénients et peut-être, comme disait M. Micheletti, l'échange, la solution d'échange. Okay. Si on a une solution d'échange, c'est beaucoup plus facile de discuter avec la hiérarchie. Donc vous confirmez bien que vous avez des espaces de concertation, notamment au niveau de la cash assurance. On discute beaucoup. Écoutez, vous savez, les questions de l'espace de concertation, c'est pas aussi systématique que ça. C'est en fait le problème de la déclinaison de ce management participatif. Très souvent, et j'ai eu à l'observer par le passé, c'est qu'on peut mettre en place un management participatif au top management, au niveau du top management. Donc avec mes directeurs, j'échange, je prends jamais de décision tout seul, même si j'ai par intuition penché sur une solution, je prendrai toujours le temps d'échanger, au moins si c'est pas totalement pour écouter, au moins pour me faire entendre. Donc c'est aussi un échange, hein. Donc c'est dans les deux sens. Il ne s'agit pas de partir dans le flou en attendant que les autres vous disent ce qu'il faut faire. Donc quelque part, il faut savoir ce qu'on veut faire, après échanger et être capable de changer d'avis ou de corriger le tir si quelqu'un a été pertinent sur un sujet donné. Maintenant, la question c'est qu'il faut toujours prendre la décision et parfois il faut la prendre dans le vif et faire adhérer en fait. Hein. Le management participatif, c'est aussi pour faire adhérer les autres à votre décision, à votre vision. La question, après, c'est la déclinaison de ce management participatif au niveau du middle management. Et c'est là où c'est beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile, surtout dans nos organisations telles que les nôtres, où vous avez des gens qui ne sont pas ont pris des postes de responsabilité sans avoir complètement les compétences, etc. Alors qu'est-ce qu'il faut faire là ? Alors le point faible à l'heure actuelle des entreprises, des administrations, mais que ce soit en Algérie ou ailleurs, partout dans le monde, je répète, c'est quand même la compétence. On voit que manager à l'heure actuelle, ça devient de plus en plus difficile parce qu'il nous manque de la compétence. Quel que soit le niveau, quel que soit le poste hiérarchique que l'on occupe, du plus bas jusqu'au plus élevé, il nous faut de plus en plus des individus en situation de travail capables d'agir, de réagir et de s'adapter à leur situation, à leurs clients, à leurs techniques, à leurs problèmes. Ça passe par la formation. Ça passe par la formation. Mais la formation, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi, vous, quand... Est-ce que vous vous satisfaisez des candidatures qui viennent vers vous, qui sortent du système scolaire au niveau du baccalauréat, où vous recrutez à partir de Bac plus 1, c'est ça ? Oui, on recrute aussi à partir de Bac plus 1. D'accord, alors comment vous opérez des sélections, je suppose ? On opère des sélections, oui, avec des tests d'aptitude à la gestion, des tests de français et aussi une sélection devant un jury comprenant un professionnel et un professeur. Donc on est obligé de sélectionner parce qu'on peut avoir aussi des jeunes bacheliers qui se font de fausses idées de l'entreprise, du management, de techniques que l'on retrouve un peu partout d'ailleurs, mais qui ne correspondent pas véritablement à ce qu'ils ont envie de faire, envie de devenir. Donc il est aussi important pour nous de leur dire vous avez la capacité, vous avez la possibilité ou vous ne l'avez pas. Votre école est rigoureuse en termes de sélection, ou elle peut se montrer conciliante parfois ? Parce que, excusez-moi de dire ça, mais j'ai vu beaucoup d'écoles où le niveau des étudiants qui sont dans le business on a l'impression qu'aussi qu'on recrute parce qu'il faut vivre. À l'heure actuelle, ou plus. À l'heure actuelle, on est plutôt dans un train de... c'est le cas de l'ESA ?
On est plutôt dans un train de rigueur. C'est un peu aussi ce qu'on nous reproche. On ne peut pas former des milliers d'étudiants toutes les années, c'est pas possible, quoi, hein. On est obligé de sélectionner. Et puis, pour la qualité de l'enseignement, pour nos intervenants, les professeurs, que ce soit des professeurs français, que ce soit des professeurs étrangers, algériens, enfin peu importe, on a des intervenants de très très haut niveau et on ne peut pas se permettre de mettre en face un individu qui ne comprend pas, qui n'a pas le niveau, qui n'a pas suivi, tout simplement parce qu'il a payé. C'est pas possible, on ne peut pas réagir comme ça. Et est-ce que vous arrivez à avoir une homogénéité du niveau une homogénéité de niveau. Par contre, on ne cherche pas vraiment une homogénéité de profil. On essaye plutôt de mélanger des gens qui viennent du secteur scientifique, du secteur juridique, du secteur comptable, financier, marketing, c'est-à-dire d'horizons différents. Ça permet aussi cette confrontation d'idées, notamment sur des travaux de groupe, avoir des points de vue qui peuvent être parfois difficiles et assez contradictoires. Et c'est cette émulation, on va dire, qui crée un résultat positif. Mais on est plutôt sur un train de rigueur. Moi, je rencontre assez pas mal d'étudiants le soir, puisque j'habite dans l'école, donc très souvent le soir je vais les voir et je vois qu'ils travaillent. Pourquoi ? Parce qu'ils habitent aussi l'école. Ils n'habitent pas dans l'école, mais l'école est ouverte 7 jours sur 7. Quasiment 18 heures par jour, donc ils restent volontiers parce qu'ils ont du travail et aussi ça leur permet de faire des travaux de groupe et de voir comment aborder un sujet d'entreprise avec chacun sa vision. Donc on est plutôt sur un système de rigueur. J'ai pas l'impression que les étudiants qui viennent chez nous et à l'entrée et ensuite soit, on va dire, dans un système assez soft. Au contraire, c'est quand même assez dur, assez lourd. Peut-être M. Naouri peut nous en dire 2 mots là-dessus, mais c'est pas facile pour eux. Votre MBA exécutive, c'est une question un peu indiscrète, mais elle est financée par la CACH ou elle est financée par vous-même ? Par l'entreprise. Par l'entreprise. Est-ce que vous avez un pourcentage du chiffre d'affaires qui, je pense, qui doit être dédié de votre budget qui doit être dédié à la formation ? Oui. Est-ce que vous comptez encourager d'autres maintenant que vous-même pour se lancer dans ce type de formation autour de vous ? En fait, à la CACH, je suis en train d'appliquer les principes de la formation continue et du principe aussi qu'aucune gestion de carrière ne peut être envisagée sans formation. Ça, c'est un principe qu'on a posé. Et nous sommes en train aujourd'hui, d'ailleurs, pas plus tard qu'hier, je terminais, on a vu quelque chose comme 80 dossiers au niveau du siège d'entreprise, des gens qui étaient éligibles à la promotion, et on a examiné un peu leur situation actuelle, leurs compétences actuelles, leur savoir-faire actuel, leur savoir-faire, et comment envisager d'augmenter leurs compétences, d'améliorer leurs compétences et leur niveau de compétences pour qu'ils puissent accéder à des postes supérieurs. Et donc, pratiquement tout le monde va faire de la formation, pas forcément diplômante, parce qu'une autre manière de faire de la formation, c'est aussi la formation continue, qualifiante, avec les moyens de l'entreprise. D'ailleurs, pour vous parler de budget, mais quand on fait de la bonne formation, avec les bonnes pratiques, on peut faire profiter beaucoup de gens avec moins de budget. Je pourrais vous dire qu'au 31 décembre 2016, dans ma comptabilité, j'ai pu m'apercevoir qu'on a pu faire 25% d'effectifs en plus en formation, avec 25% de budget en moins. Est-ce qu'on a les moyens de mesurer les résultats de ce type de formation dans le côté pratique des choses ? C'est-à-dire que quand on revient, je ne parle pas de vous, je parle de ce que vous avez pu voir aussi autour de vous. Est-ce que, c'est peut-être une question aussi que je dois vous adresser, est-ce que on touche de près les résultats, c'est-à-dire quand on est au terme de ce type de formation, quand on est à un niveau de responsabilité tel que le vôtre, est-ce qu'on peut tout de suite mettre en pratique ? Bon, vous l'avez dit tout à l'heure que oui. Généralement, pour mesurer la formation, on a ce qu'on appelle les évaluations à froid. Oui. C'est-à-dire on revient après un certain temps, après 3 mois, après 6 mois, après 1 an, pour discuter avec la personne qui a été formée pour savoir quel a été le taux d'application de ce qu'il a appris au niveau de la personne, ce qu'elle a appris au niveau de l'entreprise, et aussi quels ont été les freins à la mise en pratique de ce qu'on a appris. Et à partir de là, on peut vérifier si les choses ont été mal comprises ou pas, si en revanche
le terrain n'est pas favorable, et donc on peut échanger aussi avec l'entreprise, parce que très souvent aussi, les problématiques de formation posent des problèmes de mise à niveau de l'organisation, des processus, etc. Donc c'est un échange permanent. On évalue la formation, mais on évalue aussi l'entreprise et sa capacité à absorber cet apport nouveau de la formation. Le fait d'avoir fait ce type de formation, ça doit vous rajeunir. Parce que vous avez des étudiants tout jeunes après vous. Personne ne me donne mon âge. Non, bien sûr, je ne veux pas vous vieillir, mais je veux dire que ça doit faire du bien. Beaucoup de bien. Je me suis beaucoup éclaté dans cette formation et je pense que peut-être que le plus important à tirer de cette formation, c'était cet échange, ces travaux en groupe, parce qu'on faisait... Chaque cours, on a eu 23 ou 24 cours, chaque cours a été suivi par des travaux en groupe. Et donc on était 3 à 4, parfois 5 à travailler sur un sujet. La formation, c'est beaucoup de sacrifices, parce qu'on la faisait les jeudis, vendredis et samedis, parfois une fois sur 2, parfois une fois sur 3. Et quand on n'était pas à l'école, il fallait se regrouper quelque part pour faire le travail de groupe. Donc pendant 18 mois, 0 congé, zéro. Je suppose que vous avez rencontré des personnes saugrenues, venues vous dire que mais pourquoi tu fais ce type de formation, tu perds ton temps, non? Non, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit par contre, je suis convaincu que vous allez vous arrêter. Parce que moi-même, j'ai commencé cette formation et j'ai pas pu le terminer. Et moi, je pourrais dire aussi que j'ai le mérite d'avoir continué ma formation en dépit du fait que j'ai changé d'entreprise. Alors imaginez-vous en pleine formation, c'était au mois de décembre, donc j'avais commencé donc au mois de mars, donc 8-9 mois après, il fallait s'arrêter, aller dans une entreprise et tout reprendre à zéro. Connaître l'entreprise, aller rediscuter sa stratégie. Alors qu'avant, j'avais fait ma stratégie, il fallait juste la décliner et la mettre en place. Maintenant, il fallait rediscuter la stratégie, réfléchir à une stratégie, connaître l'environnement, retrouver ses marques, faire les bons choix en matière d'hommes, en matière de clientèle, en matière de réseau, en matière dans tous les domaines de la vie de l'entreprise. Et ça n'a vraiment pas été facile. Je suppose que vous avez beaucoup aimé, donc ça vous donne envie de recommencer peut-être pour d'autres formations. Recommencer, non. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui me plaît de faire, c'est déjà transmettre ce que j'ai appris. Et d'ailleurs, j'ai fait beaucoup de toilettage dans mes anciens cours. J'ai beaucoup rajeuni mes cours. En m'élargissant aussi, je me suis beaucoup élargi les horizons pour la formation. Par exemple, un des cours sur lequel je m'éclate aujourd'hui, c'est la stratégie des compagnies d'assurance. Donc c'est quelque chose que j'enseigne aujourd'hui dans 2 écoles. Et je travaille beaucoup sur les concepts que j'ai appris avec M. Djelal et avec d'autres. Okay. Donc oui. J'ai dit sur le retour sur investissement, il est de 2 ordres. Le premier, la technique pure. Si vous regardez bien de nos jours, la technique pure est importante, bien sûr. On peut l'acquérir dans une école comme l'ESA ou même sur Internet. C'est pas le plus, je dirais, c'est pas le plus important, surtout sur des niveaux d'exécutif MBA, de MBA. Ce qui est important, c'est la personnalité. Et très souvent, lorsqu'on interroge des collaborateurs de personnes qui viennent chez nous suivre une formation, ils nous disent « mais qu'est-ce que vous leur avez dit ? Qu'est-ce que vous avez fait ?» On trouve un individu, un homme, une femme totalement changé, un autre comportement, ne serait-ce que même une autre façon de serrer la main, de dire bonjour. Voilà, donc c'est quand même fantastique de voir qu'à partir du moment où ils se retrouvent dans un cours qui peut être assez classique, somme toute, avec des techniques basiques, on les retrouve, on va dire, avec d'autres personnalités, une autre façon de se comporter avec leurs clients, avec leurs collaborateurs. Et pour nous, ça, c'est très, très, très important. À tel point que certains terminants à l'heure actuelle des exécutifs MBA, des MBA ou des masters veulent rentrer, puisqu'on développe aussi ce genre de formation, dans des doctorats, parce qu'ils ont pris cette habitude d'étudier, de réfléchir, de faire de la prospective et voire même de transformer ce qui est autour d'eux. Juste encore un mot et on terminera là-dessus. Sur la résistance au changement, ça existe parce que le personnel a souvent été longtemps dans des habitudes et puis vous venez, vos managers, vos leaders, déranger un petit peu tout cela.
Est-ce que ça existe? Oui, Est-ce que c'est un être humain, régulièrement, un être humain, ça n'aime pas changer. Rares sont ceux qui disent spontanément j'ai envie de changer, sauf s'ils sont vraiment très très mal. Mais la plupart du temps, on s'habitue à une certaine routine parce qu'il y a un certain confort. Et justement, ce que l'on essaye de faire de plus en plus, c'est de mettre nos participants dans des situations où ils vont devoir casser cette routine. On leur fait ce qui s'appelle du jus de ménage, du remue-ménage, pour les remettre dans des situations d'évolution et de dynamique. Alors, juste un mot rapidement, monsieur Naouri. Je pense que le changement, il est inéluctable, surtout dans nos organisations. Nous avons besoin de sang neuf, d'une vision neuve, etc. Et c'est vrai que ça nous amène à souvent réfléchir à la conduite du changement et aux moyens que d'en mettre en œuvre pour accompagner les gens. Espaces de concertation et de discussion et d'écoute. Voilà, bien, merci monsieur Micheletti, monsieur Naouri. J'espère vous retrouver dans d'autres débats. Voilà, mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de ce débat. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à samedi prochain, 19h15, pour un nouveau débat. Au revoir.